Madame Lelay, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire votre fonction? Alors, je suis responsable d'un service au sein de la direction de l'action sociale et de l'insertion. C'est un service où il y a une petite vingtaine de personnes, à la fois une équipe de chargés de mission et une équipe de gestionnaires administratifs et financiers. C'est un service qui mouline beaucoup de dossiers. Des dossiers de demande de subventions qui sont présentés par des associations, par des porteurs de projets. On y fait tout ce travail-là qui nous occupe grandement. Alors en tant que chef de service, je suis à la fois aussi le chef d'orchestre, mais on est aussi souvent les mains dans le cambouis à traiter les dossiers avec toutes les équipes. Pouvez-vous nous décrire les étapes d'un projet avant sa réalisation? Alors c'est une question que vous auriez pu poser à Fodeno, à Monsieur Saunier ou à Madame Bozek. Un projet avant sa réalisation, il faut déjà réfléchir à toute sa conception. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet-là? Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Quel public on veut toucher? Combien de public? Combien de personnes on va avoir besoin pour travailler sur ce projet-là? À quel coût? Est-ce que ça rentre dans les priorités du département? C'est une question que les porteurs de projets doivent se poser. Et puis, est-ce qu'il y a des chances que ce soit financé? Il y a déjà toute cette étape de réflexion. Une fois que cette maturation de projet est avancée, il faut l'écrire, il faut le présenter, le projet. Alors, selon la nature des projets, il y a des dossiers plutôt simples à monter, d'autres qui sont plus compliqués, comme les dossiers FSE. Il y a toute cette étape de présentation en amont. Alors après, vu de mon service, avant la réalisation, il y a toute l'étape d'instruction des dossiers. Ça veut dire qu'il faut qu'on examine, est-ce que ça répond bien au cahier des charges, aux commandes du département quand on est dans des appels à projets. Si on est sur de la subvention simple, est-ce que ça répond aussi aux priorités du département, en tout cas celle de l'action sociale et de l'insertion, est-ce que ça rentre dans les financements dont on dispose? On a toutes ces étapes d'instruction des projets. On repose de multiples questions en cours d'instruction. Et quand on considère que l'instruction est finalisée, qu'elle est aboutie, qu'on a réponse à toutes nos questions, du coup on émet des avis en opportunité, à la fois sur la faisabilité du projet, sur son coût, sur ses risques éventuels. On est sur des propositions systématiquement, nous, des propositions qu'on argumente, qu'on documente précisément, et les décisions sont prises après par les élus. Dans la conduite des projets d'action sociale, quels sont les secteurs prioritaires du département? Alors, il y en a beaucoup. Moi, je ne fais pas de distinction. Enfin, c'est action sociale et insertion, hein, mon champ. L'action sociale pure, j'aurais du mal à dire ce que c'est. Dans l'action sociale et l'insertion, il y a beaucoup, il y a le soutien à tous les projets qui vont en direction des plus défavorisés, des plus démunis. Alors, on a les soutiens aux banques alimentaires, aux Restos du Cœur, tout ce qui tourne autour de l'aide alimentaire, les épiceries sociales, le fonctionnement des centres sociaux. Enfin, on a beaucoup d'aides de ce type-là. On soutient aussi des entreprises d'insertion qui recrutent des bénéficiaires de RSA. Enfin, c'est les exemples qui me viennent en tête. Ça, c'est pour ce qui est dans le régime des subventions, j'allais dire classiques. Après, quand on fonctionne en appel à projets, sur les fonds du Fonds social européen et les fonds départementaux, on lance des appels à projets dans multiples directions. Souvent, on sépare un peu arbitrairement l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Cela dit, les frontières, elles sont quand même un peu perméables entre les deux, et souvent on a des actions qui sont plus de l'ordre de l'insertion socio-professionnelle. Vous, si je vous demandais aujourd'hui l'action dans laquelle vous êtes, c'est une action sociale, une action professionnelle, c'est entre les deux? Je pense on vise un peu les deux. Ce qu'on recherche au travers de ces actions-là, c'est toujours de toute façon un retour à l'autonomie ou un accès à l'autonomie pour les personnes, mais l'autonomie au sens très large, dans les actes de la vie courante, de la vie quotidienne, l'autonomie en termes de mobilité, de transport, en termes de recherche d'emploi, c'est tout ça qui est visé. Donc on est souvent à cheval sur les deux champs. Alors, dans les différentes typologies d'actions que le département soutient, on a plein de choses. On a des actions qui visent un mieux-être au niveau de la santé, que ça peut être des relais d'aide et d'écoute psychologique, ça peut être des actions pour soutenir les personnes qui sont en difficulté avec
avec l'alcool, par exemple, avec les toxicomanies. On a des actions qui sont plus collectives, qui sont des actions où les gens vont retrouver, vont sortir de leur isolement, vont pouvoir élaborer des projets, qu'ils soient des projets de vie ou des projets professionnels, avec tout ce soutien-là. Et on a des actions qui sont plus dans le champ plus professionnel, notamment tout ce qui est chantier d'insertion, par exemple. Le département gère des crédits spécifiques et des crédits du FSE. Comment s'opère la décision des répartitions en amont? Les crédits FSE, le département, on a une grosse enveloppe. On gère 26 millions d'euros sur toute la période 2015-2020. Donc ça, c'est une enveloppe qui est attribuée, sur laquelle il nous appartient de programmer suffisamment d'actions. Alors on a des répartitions aussi par thématique, on a tant sur la mobilité, tant sur le professionnel, etc. Mais en même temps, ce n'est pas trop contingenté, si ce n'est qu'on a ces 26 millions. Sur les crédits départementaux, c'est plus compliqué. Vous avez dû entendre que les problématiques du département, comme de tous les départements en France, c'est une vraie problématique financière aujourd'hui, où là, les crédits sont vraiment contingentés. Donc on a par typologie d'action des enveloppes qui ont été arbitrées, qui ont été votées par les élus. Par exemple, quand on nous dit vous avez 3,6 millions sur les chantiers d'insertion, on a 3,6 millions à répartir et pas plus. D'où l'intérêt aussi de travailler par appel à projet. Les appels à projets, c'est pas fait que pour mettre en concurrence les associations entre elles, mais c'est pour permettre aussi au département d'examiner l'ensemble des projets à un même moment. Ce ne serait pas très juste si c'était le premier arrivé qui était financé et le dernier qui pourrait être un meilleur projet et refusé faute de crédit. Donc ça nous permet d'examiner l'ensemble des projets d'une typologie d'action au même moment et de faire des choix pour le coup entre les meilleurs projets, ceux qui vont être les plus efficaces, qui vont concerner le plus de monde, dans la mesure où on a des enveloppes contraintes. Au terme de votre vie professionnelle, quel sera le bilan de votre parcours dans l'action sociale? Ma vie professionnelle, elle n'est pas tout à fait finie, mais effectivement, j'en ai moins devant moi que derrière, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que je peux en dire? Qu'effectivement, moi, c'est un secteur, l'action sociale et l'insertion, surtout l'insertion, c'est un domaine qui est tout à fait passionnant. Passionnant mais difficile. Et puis, j'ai envie de dire, il faut rester modeste, on ne résout pas tout. Moi, j'en veux pour exemple, quand le RMI s'est mis en place en 1988, c'était porteur de grands espoirs en termes d'éradication de la pauvreté. À l'époque, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait dit que 30 ans après, on aurait encore besoin de dispositifs comme le RMI et le RSA. Aujourd'hui, on parle de revenus d'activité, mais ça veut dire que la pauvreté, elle n'a pas reculé tant que ça. Bon, néanmoins, ça a servi plein de choses. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que j'aurais eu une carrière relativement riche. Je n'ai pas fait que de l'insertion. Quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans le champ de l'aide sociale à l'enfance. J'ai commencé par les adoptions d'enfants. C'était le côté plutôt sympathique. Après, je me suis occupée du suivi des enfants qui étaient placés à l'aide sociale à l'enfant. J'ai travaillé aussi un peu en milieu associatif. Et puis après, effectivement, j'ai été, depuis que le RMI existe, quasiment dans l'insertion. Ça a été un vrai bonheur de travailler là-dessus parce que du coup, c'était un décloisonnement. Le champ des départements, c'était d'abord le social. Avec l'insertion, on a touché à tout. Le social, bien sûr, mais l'emploi, le logement, la santé, on a touché à plein de domaines. Ça a amené à travailler avec de multiples partenaires, des collègues d'autres administrations de l'État, la CARSAT, la MSA, les CAF. Ça a été un décloisonnement énorme. On a rencontré plein de monde. Et moi, c'est le côté partenarial, effectivement, qui m'a toujours intéressée, d'aller rencontrer des structures, des partenaires. On pouvait même, au départ, quand les crédits du département étaient plus fournis que dans les problématiques actuelles, aller solliciter des porteurs de projets en disant, dites donc, vous n'auriez pas une action que quoi dans où, enfin, on pouvait aller solliciter plus facilement des projets. Maintenant, c'est un peu plus difficile, je vous le disais, avec les contraintes budgétaires, on est obligé de faire des choix dans les multiples projets qui nous sont proposés. Non, moi, je suis tout à fait, j'ai trouvé que c'était un champ complètement intéressant. Madame Lelay, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie également. Bang 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 bang.